Leonardo Sciascia, Petite chronique. Palerme, 1985, librairie Artem Fayard, 1986 pour la traduction française. Don Alonso Giron. Le corps sans tête, l'inévitable corps sans tête de ces délits où l'identité de la victime pourrait facilement conduire à l'identité du meurtrier, fut retrouvé au fond d'une citerne dans les jardins de la Favara, on ne sait trop quel jour, entre la fin mars et le début de l'avril de l'an 1613. Ce jardin appartenait à Don Francesco Ventimiglia, et si l'on en croit l'opinion du médecin légiste, d'après lequel il s'agissait d'un corps encore plein de jeune vie un jour avant, nullement fatal ne nous apparaît la fatalité qui avait voulu que Don Francesco choisisse précisément ce jour pour faire nettoyer la citerne. Il est probable que dans une Palerme où tout le monde sait tout de tout le monde, il avait été secrètement informé de ce qui s'était produit la nuit même au fond de son jardin, et que l'idée lui répugna de conserver ce corps décapité dans l'eau dont il arrosait agrumes et légumes. Toujours est-il qu'en ce matin de printemps, les jardiniers de Don Francesco ouvrirent les vannes de la citerne. Ils attendirent que s'y fussent déposés la vase et le limon pour descendre dedans avec les bêches et les pelles. Peut-être étaient-ils prévenus, eux aussi, du corps qu'ils trouveraient mêlé au glu en voile verdâtre de la vase. Peut-être n'en savaient-ils rien. Mais on peut supposer que même s'ils furent surpris, ils n'éprouvèrent aucune horreur. C'était un temps où l'on courait à la justice des fourches et des haches comme à une fête, et les quartiers humains restaient pendus à putréfier aux portes des cités ou le long des grandes routes pour y servir d'exemple et d'inutile avertissement. Mais ce qui nous confirme dans le soupçon que tout était connu d'avance et que la découverte du cadavre ne saurait s'expliquer par un fait du hasard, c'est la rapidité avec laquelle le corps fut identifié d'après ses vêtements, par la population en présence des sbires. Un tel désir de faciliter le cours de l'enquête, une telle absence d'omerta, ne peut se justifier que par la pitié envers la victime, son jeune âge, sa condition sociale de créature, et par le fait que les responsables présumés ou certains du meurtre étaient d'une classe et d'une nation étrangère. Le corps fut donc identifié à ses vêtements. Battista, un garçon de 14 ans, napolitain, venu à Palerme comme créature de la famille Rojas. En effet, il manquait au service depuis 2 jours. Les Rojas déclarèrent avoir cru qu'il s'était enfui à Naples. Les Rojas, une famille de 3 femmes, Desiata, la mère, Petra et Giacoma, les filles. Encore séduisante, la mère, belle, les filles. Et leur maison était fréquentée par 2 Espagnols, l'un ayant un nom noble, l'autre auquel le chroniqueur n'accorde pas la particule, un scribe probablement ou un soldat, Don Alonso Giron y Pacheco et Francesco Inestasi. Don Alonso était l'amant de Giacoma. Inestasi était-il celui de la mère ou de Petra? Le chroniqueur ne le dit pas. Sur la foi de certains indices, les 3 femmes furent arrêtées et tout de suite, des planos, terme qui sous-entend l'absence de coercition, c'est-à-dire de la torture, elles avouèrent. La très jeune créature avait été tuée non pas par elle, mais à cause d'elle, selon leur bon vouloir, de 2 coups de poignard par la main de Don Alonso. Le chroniqueur ne nous dit pas davantage pourquoi, d'Inestasi ou de Don Alonso, c'est ce dernier qui se réserva de donner les coups de poignard, laissant probablement à l'autre la décapitation et le camouflage. 2 hypothèses sont permises. Que Don Alonso, parent de 2 vice-rois, le marquis de Villena qui venait de s'en aller et le duc d'Osuna qui était en fonction, eût assumé le crime avec la certitude altière de rester impuni, ou bien que son honneur le lui eût commandé pour obéir à Giacoma, car c'était d'elle que procédait principalement le bon vouloir d'éliminer Battista. Une 3e réponse est possible, que tous les 4, après leur arrestation, c'est-à-dire les 3 femmes et Inestasi, se soient mis d'accord pour faire porter toute la faute sur Don Alonso, en espérant que tout ce qu'on mettrait en œuvre pour obtenir l'impunité ou la grâce de celui-ci aurait pour effet de les sauver eux aussi. Quant aux parents, Don Alonso avait fort mal choisi son moment. Le nom des Pacheco ne comptait plus guère. Toute proportion gardée, leur situation était celle de César Borgia à la mort d'Alexandre IV. Don Juan Fernández Pacheco, marquis de Villena et duc d'Escalona, vice-roi de Sicile entre 1607 et 1610, avait connu le sort de tous les autres vice-rois, à savoir, comme disait Don Scipion de Castro, de laisser leur réputation ensevelie en Sicile si profondément que jamais la postérité ne pourrait l'exhumer.
et Don Juan plus encore que tout autre, si l'on veut bien interpréter comme une épigraphe à sa réputation ensevelie, les propos du bénédictin Giovanni Evangelista di Blasi, auteur d'une vaste et riche histoire chronologique des vice-rois. Les nobles s'étaient habitués à une certaine indépendance et faisaient toutes choses à leur guise. Une pernicieuse anarchie allait se répandant. Les voleurs de la ville et des campagnes, sous l'ombre de leur protection, se louaient à la journée pour commettre rapines et meurtres. Une prodigieuse quantité de tueurs envahissait tout le royaume, et pour une somme modique, ils devenaient les instruments de leurs propres ennemis. Heureux était celui qui devançait le stratagème et se servait de ces individus pour se débarrasser à temps d'un adversaire. Si l'un de ces misanthropes tombait aux mains de la justice, il embrouillait de telle manière le procès par les manèges de ses protecteurs qu'il en sortait ou innocent ou condamné à une peine légère. D'autres vices, que la décence interdit à un historien de nommer, régnaient aussi impunément, sans même épargner la pudeur de la plus tendre jeunesse. Et l'on voudrait ajouter, ainsi allaient les choses sous le marquis de Villena, à la façon manzonienne, c'est-à-dire, pour qui n'est pas familier de l'œuvre de Manzoni, ainsi allaient les choses sous tous les vice-rois, lieutenants et préfets, et ajoutons encore, jusqu'à nos jours. Sauf pour les autres vices, dont le bénédictin s'interdit de prononcer le nom, qui dans ces années-là atteignirent vraiment des proportions restées inégalées. Le duc d'Osuna, successeur du marquis de Villena, ignorait que pour sa réputation à lui aussi se préparait une bonne sépulture, quand il passerait de la vice-royauté de Palerme à celle de Naples. Âgé de 30 ans, il unissait aux fureurs de la jeunesse cette arrogance du nouveau capitaine qui déclenche immanquablement les sourires sceptiques de la population, dans le style « vous allez voir ce que vous allez voir ». Le lecteur voudra bien me pardonner cette petite incursion de la mémoire chez le vieux Dos Passos, qui fut pour moi, il y a de cela quasi un demi-siècle, une découverte que les avant-gardes d'aujourd'hui ignorent et par conséquent répètent. Il se montrait cassant et intraitable. Quelle plus belle occasion de se mettre en lumière dans une sublime image de vertu toute romaine que celle qui lui était offerte par son jeune et imprudent parent. Lorsque les trois femmes et Inestaso eurent confessé de plano leur complicité dans le crime commis par Don Alonso, le vice-roi prit ses mesures pour arrêter son parent que d'autres à sa place auraient prises pour qu'il échappât à l'arrestation. Et comme Don Alonso, juste après le crime, s'était embarqué dans une expédition de piraterie sur les côtes africaines, le vice-roi donna l'ordre de guetter les galères à l'horizon, et que du premier port où elles accosteraient, celui de Trapani, partit une felouque qui intercepterait la galère de tête afin de notifier au commandant le mandat d'arrêt sur la personne de Don Alonso, et de lui confier la sécurité du prisonnier. Les mots « sécurité » et « sûr » avaient valeur en pareil cas d'avertissement, d'exhortation à ne pas soustraire la victime, par la fuite ou le suicide, au bourreau qui l'attendait. Le commandant de Trapani exécuta scrupuleusement l'ordre du vice-roi, et le 31 juillet au soir, un mercredi, quand les funestes galères eurent pénétré dans le port de Palerme, Don Alonso fut débarqué en toute sécurité et remis aux mains sûres de la justice. Une arrivée funeste, le crêpe noir recouvrait les fanaux, car la mission africaine avait connu un tour aussi tragique qu'infructueux. Les services secrets des corsaires barbaresques, ayant été prévenus de l'expédition, l'attendaient de pied ferme. Une fois débarqués à 30 milles d'Alger, les Siciliens avaient à peine eu le temps de piller un village que le chroniqueur appelle Sicérie, lorsqu'ils s'aperçurent qu'ils risquaient de rester à jamais entre le sable et l'eau. Cette expression se pose sur le papier, et la voilà presque aussitôt soulevée par une voix de stentor, mais elle retombe très vite, humblement, comme un fausset, changé en ligne de flottaison, le trop fameux discours sur la ligne de flottaison. Et ils s'étaient embarqués en hâte, laissant derrière eux une vingtaine de morts, dont 4 officiers, et ramenant une grande quantité de blessés. En descendant de la galère sous une escorte de sbires, Don Alonso éprouva peut-être le regret de ne pas être mort lui aussi sur la terre d'Algérie. Et il y avait de quoi. D'abord le face-à-face avec le duc d'Osuna, qui soudain n'était plus un proche parent et semblait ne l'avoir jamais été, justicier courroucé et impitoyable. Don Alonso nia tout, se déclara innocent. Le vice-roi lui donna 1 heure de terme, 1 heure pour démontrer vraiment son innocence. Alibi, témoignage. Et Don Alonso n'en avait pas. Il passa dans le silence le plus farouche l'heure que le vice-roi lui avait accordée, et silencieux il demeura quand on l'appela à comparaître de nouveau face à ce parent à peine moins jeune que lui et dont sa vie dépendait désormais. Le vice-roi n'ouvrit pas davantage la bouche, mais 2 jours plus tard tomba la sentence. Tous condamnés à mort, Don Alonso, Inestasi, les 3 femmes. La nouvelle fit le tour de la ville, suscitant l'horreur et le désarroi de quelques-uns, une cruelle satisfaction chez la plupart. Dans la prison du vicariat, Don Alonso ne se montra nullement ému. L'exécution fut fixée à la date du 8.
En ce temps-là, comme aujourd'hui, toutes les familles de rang moyen ou élevé, ayant pour habitude de passer le mois d'août en villégiature, que ce fût dans la campagne voisine ou dans quelque fief lointain, il y eut un retour précipité en ville. Pas question de manquer pareille fête. Afin de voir cette justice, dit le chroniqueur, arrivèrent tous les cochers de Palerme, et tant de gens qu'on ne voyait plus la place. C'est-à-dire que les carrosses des nobles étaient distribués en cercles concentriques autour de la potence et du couperet. Et le peuple ondoyait, s'insinuait dans cet amphithéâtre, y gagnait des places en se coulant entre les roues et les pattes des chevaux, non seulement pour mieux voir, mais aussi pour se mettre à l'abri du féroce soleil poméridien. Les hallebardiers qui faisaient cordon autour de l'estrade réussissaient à grand-peine et moyennant force coups à ne pas se faire renverser par la foule. Finalement, du vicariat voisin arrivèrent les condamnés. On savait que les femmes et Inestasio n'avaient pas quitté la chapelle depuis pratiquement 24 heures, confortés dans la bonne mort par les gentilshommes de la compagnie des Pères Blancs, mais qu'en revanche Don Alonso avait refusé le secours de ses pères, disant qu'ils n'étaient qu'une bande de picaros, et réclamait la compagnie des jésuites, carmélitains, augustiniens réformés et camiliens. L'éditeur de la Chronique, en 1879, s'interroge sur ce qu'avait bien pu vouloir dire Don Alonso par cette expression. Mais le sens de Picaro dans l'espagnol de Don Alonso et dans le sicilien qui se parlait alors est univoque. Canaille de basse extraction. Autrement dit, ces nobles déguisés en consolateurs de la dernière heure pouvaient bien faire une certaine impression et émouvoir, avec leurs frocs blancs et leurs humbles veillées auprès des condamnés, les canailles de petit calibre, mais pas lui, Don Alonso Gironi Pacheco. Ils quittèrent le vicariat selon les règles, accompagnés des vétérans du capitaine, après lesquels la compagnie des Pères Blancs, suivie de Don Alonso avec beaucoup de fer aux pieds, suivie d'Inestaso sur une voiture, attachée à un pieu avec les mains derrière le dos, après lequel Desiata, Petra et Giacoma sur 3 autres voitures, converties par les Pères Blancs, après lesquels le connétable du capitaine et l'algazil de l'auditeur. Et arrivé sur la place où se dressait l'échafaud, fut décapité en premier le dit Girone, qui fit une belle fin, et la tête fut posée sur un plateau au-dessus de l'échafaud avec 12 torches noires. Puis fut pendue Inestasie, puis la mère, et ensuite Petra, et enfin Giacoma, laquelle ne pouvait pas mourir, encore que le bourreau se fût penché sur elle à plusieurs reprises, et l'on dit que c'était à cause de l'habit de Notre-Dame du Carmel. Et quand on le lui ôta, elle trépassa de suite. La belle fin, c'est-à-dire la belle mort de Don Alonso, l'incident imprévu et imprévisible de la jeune fille qui ne pouvait pas mourir à cause de son habit votif ou du scapulaire de dévotion, le mot habito peut signifier l'une ou l'autre chose, le vêtement couleur café au lait ou les 2 rectangles d'étoffe bourrés de coton et d'une quelconque relique, sur l'un l'image de la Madone, sur l'autre plus petit son monogramme, qui sont retenus par 2 cordelettes et retombent, le premier sur la poitrine, le second sur les épaules sous le vêtement. Un spectacle qui valait, pour le même beau public, une première d'aujourd'hui au Teatro Massimo. Il ne nous reste qu'à imaginer cette scène terrible. Le bourreau bondissant, pour se pendre aux épaules de la jeune fille, se balançant avec elle, le cri de la foule qui l'avertit qu'elle est encore vivante, un autre bond à terre du haut de l'infâme trapèze, les discussions avec le connétable, l'algazil, le prêtre, et la découverte que l'habit votif, ou l'amulette sacrée, allait contre la maestria du bourreau. Naturellement, il ne vint à l'idée de personne, et pas même des si nombreux prêtres assemblés, que la Madone allait donner un signe de grâce. Aussitôt mort, Don Alonso rentra auprès des siens. Ils lui firent sa toilette, l'installèrent dans un catafalque recouvert de damas noirs, et 12 torches noires tenues par 12 Espagnols furent allumées à ses côtés. À la cloche de l'Ave Maria, le cortège se mit en marche. Le vice-roi était absent, mais son neveu, Don Martin de Cordoue, le représentait. Et il y avait le prince de Pacheco, le marquis de Santa Cruz, Don Luis Zapada, presque toute la cour vice-royale et presque tous les nobles de la cité. Les prêtres bourdonnaient des litanies, ceux de la paroisse Sainte-Marie-des-Anges où Don Alonso devait être inhumé, ainsi que les moines du couvent. Ténébreuses, solennelles funérailles, peut-être les plus belles que l'on ait jamais vues à Palerme. Traduction de Bertrand Visage.